Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous présenter la cinquième partie du cours sur le chapitre Limites et continuité, dans laquelle on s'intéressera à la continuité de la composée de deux fonctions, à la composée d'une fonction continue et d'une fonction admettant une limite, avec exemples et exercices d'application. Cette vidéo est dédiée aux étudiants deuxième année bac sciences mathématiques et sciences expérimentales. Je vous rappelle qu'on a déjà vu dans les vidéos précédentes la partie 1 qui contient la limite d'une fonction à un point, la partie 2 qui contient la continuité d'une fonction numérique, et dans la partie 3, prolongement par continuité en un point, la partie 4, continuité d'une fonction sur un intervalle. Donc si vous n'avez pas encore vu ces vidéos, les liens sont dans la description. Continuité de la composée de deux fonctions. Proposition, soit f est une fonction définie sur un intervalle i, et g une fonction définie sur un intervalle j, tel que f de i inclut j, et soit a un élément de i. Si f est continu au point a, et g est continu au point f de a, alors la fonction gérant f est continue en a. Alors ici, on considère la fonction f qui définie sur l'intervalle i dans l'intervalle j. Donc ça, c'est la fonction f, car on a f de i inclus j. Et puis, on considère la fonction g définie de l'intervalle j, par exemple, dans un intervalle qu'on appelle k. Donc ça, c'est la fonction g. Alors, on dit que si f est continu au point a et g continu au point f de a, alors la fonction gérant f est continue en a. Alors, la fonction gérant f, donc rappel de ce que vous avez déjà vu l'année dernière. Alors, la fonction gérant f, quel que soit x, un élément de l'intervalle i, alors la fonction gérant f de x est égale à g de f de x. Donc ça, c'est la composée de la fonction f par la fonction g. Donc pour déterminer g rang f, ou bien l'image de x par la fonction g rang f, donc il suffit de calculer l'image de x par la fonction f, puis calculer l'image du résultat par la fonction g. Alors, on dit que si f est continu au point A, alors ça veut dire quoi? F continu au point A. Donc, on suppose, donc tout d'abord, soit A un élément de i. Voilà, donc maintenant on dit si f est continu au point A, c'est-à-dire on va supposer, donc on suppose que la fonction f est continue au point A, c'est-à-dire que, par définition, la limite de f de x, quand x tend vers A, est égal quoi? Est égal à l'image de A par la fonction f, c'est-à-dire égal à f de A. Donc voilà la traduction mathématique de f continue au point A. Maintenant, on suppose aussi que g est continu au point f de A. Donc on va aussi écrire ça. Donc ça se traduit par la limite de g de x quand x tend vers, donc continue en f de A. Donc x tend vers f de A. Alors ça c'est égal à, puisqu'il est continu au point f de A, alors normalement je vais avoir g de f de A. Donc c'est l'image de f de A par la fonction g. Alors dans ce cas, on dit que la fonction g rang f est continue en A. Donc pour vérifier ce résultat, on va calculer la limite de g rang f au point A. Alors la limite de g rang f de x quand x tend vers A est égal à. Alors ça c'est égal à la limite quand x tend vers A. Alors on va remplacer g rang f par ceci, g de f de x. Donc g de f de x. Alors maintenant on va effectuer un changement de variable. On pose. Donc on pose t égale f de x. Alors quand x tend vers A, donc quand x tend vers A, alors on aura f de x tend vers f de A, car la fonction f est continue en A. Donc on va avoir t égale à f de x tend vers f de A.
Donc, quand x tend vers a, f de x tend vers f de a. Et c'est quoi f de x? D'après ce qu'on a posé ici, c'est rien que t. Alors maintenant, on va continuer le calcul de la limite. Alors la limite, quand x tend vers a, de g rang f de x est égal à la limite. Alors ici, on a lorsque x tend vers a, on aura donc f de x tend vers f de a. Alors on va changer maintenant par la nouvelle variable. Alors la nouvelle variable, c'est t. T, il tend vers f de a. Donc on va mettre ici la limite quand t tend vers f de a. Alors ici, on a g, f de x. C'est quoi f de x? On a posé égal à t. Donc on va mettre ici t. Alors c'est quoi cette limite? Donc c'est exactement celle-là. Donc c'est l'hypothèse de la proposition. La limite de g de x quand x tend vers f de a est égale à g de f de a. Ici, à la place de x, on a t. Donc on a seulement changé la variable. Donc la limite quand t tend vers f de a de g de t est égale à, en fait, d'après ceci, c'est g de f de a. Et c'est quoi g de f de a? D'après la définition de la composée d'une fonction, c'est rien que g rang f de a. Alors, qu'est-ce qu'on a montré ici? On a montré que la limite quand x tend vers a de g rang f de x est égale à g rang f de a. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la limite au point A est égale à l'image du point A par la fonction g rang f. C'est-à-dire que g rang f est continu au point A. Alors, on déduit que g rang f est continu au point A. Corollaire, si f est continu sur un intervalle i et g continu sur un intervalle j tel que f de i inclus j, alors la fonction g rang f est continue sur l'intervalle i. Alors, ce corollaire est la généralisation de la proposition précédente. Donc ici, on suppose que f est continu sur un intervalle i. Ça veut dire, quel que soit a appartient à l'intervalle i. Donc on va avoir f continu en a. Et on suppose aussi que g est continu sur un intervalle j. C'est-à-dire, g ici est continu au point f de a. Donc avec f de i. Donc avec f de i inclus dans l'intervalle j. Alors ici, on a f de a appartient à f de i. Donc comme la fonction g continue sur tout l'intervalle j, elle serait aussi continue sur f de i qui contient f de a. Donc forcément, g serait continu au point f de a. Alors, d'après la proposition précédente, on va avoir g rang f est continu en a. Ceci, quel que soit a dans i. Donc, on va avoir g rang f continu sur tout l'intervalle i. Donc ici, on a montré que si f est continu en a, g continu en f de a, alors g rang f est continu en a, quel que soit a dans i. Donc, g rang f est continu sur tout l'intervalle i. Exemple, on considère la fonction h de x égale racine de x carré plus 1. Alors, l'ensemble de définition de la fonction h, c'est tout l'ensemble R, car x carré plus 1, toujours positif ou nul. Alors maintenant, on va étudier la continuité de la fonction h sur son ensemble de définition R. Alors pour cela, on va utiliser le corollaire précédent. Alors ici, on remarque que h est le composé de deux fonctions. La première fonction, c'est la fonction f qui fait associer à x carré plus 1. Et la deuxième fonction, c'est la fonction g qui associe à x racine de x. Donc ici, on va avoir racine, donc h de x égale racine de x carré plus 1. Alors, c'est quoi racine? Donc ici, on a racine. Alors, c'est quoi x carré plus 1? D'après ici, c'est f. Donc, c'est f de x. Donc, h de x égale a. Alors, c'est quoi la racine? C'est g. Donc, g de f de x. Donc, tout ça, c'est g rang f de x.
Alors, on va dire que la fonction f est continue sur R. C'est normal car c'est un polynôme. Donc, est continue sur l'ensemble R. Alors que la fonction g ici est continue sur l'ensemble R+. Et on a l'image de l'ensemble R ici. Alors, c'est-à-dire f de R est inclus dans R+. Maintenant, on va appliquer le corollaire précédent. Alors, on va dire que g rang f est continu sur l'ensemble R. Donc, g rang f, c'est H. Donc, H égale g rang f est continu sur R. Donc, ici, le R ici joue le rôle de l'intervalle I du corollaire précédent. Et R plus ici joue le rôle de l'intervalle J du corollaire précédent. Exercice. Étudier la continuité des fonctions suivantes sur leur domaine de définition. Fonction petit a, f de x égale à sinus 2x plus 1 sur x carré moins 1. Alors tout d'abord, on va déterminer l'ensemble de définition de la fonction f. Alors on va dire x appartient à df équivalent à. Donc ici, on a x carré moins 1 au dénominateur. Donc il faut écrire x carré moins 1 différent de 0. Alors c'est équivalent à. Alors x carré différent de 1. Équivalent à x différent de 1 et x différent de moins 1. Donc df, l'ensemble de définition ici, c'est l'ensemble R privé de l'ensemble moins 1 et 1. Alors maintenant, on va étudier la continuité de la fonction f de x sur son domaine de définition, qui est R moins 1 et 1. Alors pour cela, on va considérer la fonction f comme étant la composée de deux fonctions. Alors la première fonction, c'est la fonction qu'on va appeler f1, qui a pour x associe 2x plus 1, le tout sur x carré moins 1. Alors cette fonction est continue sur son ensemble de définition, qui est R moins 1, 1, car c'est une fonction rationnelle, d'après ce qu'on a vu dans la vidéo précédente. Continuité d'une fonction sur un intervalle. Alors, est continue sur R privé de moins 1, 1. Alors maintenant, on va considérer l'autre fonction, c'est la fonction sinus. Donc on va dire que f2, qui est associé à x, sinus de x, alors c'est une fonction continue sur R, ça c'est évident. Alors maintenant, on va dire que f1, donc est f1 de l'ensemble de départ qui est R moins 1, 1. Donc l'image de cet intervalle est inclue dans R. Donc dans la proposition, il faut avoir f de i inclus dans j. Avec la fonction f est définie sur l'intervalle i et l'autre fonction est définie sur l'intervalle j. Donc par suite, la fonction f égale à f2 rang f1 et continue sur df. Maintenant, on passe à la deuxième fonction, c'est f de x égale racine de x moins 3 sur x plus 2. Alors, comme d'habitude, on va déterminer l'ensemble de définitions de la fonction f. Donc, on va dire x appartient à df équivalent à. Alors ici, on a une fonction à l'intérieur de la racine. Bien sûr que cette fonction doit être positive ou nulle. Donc, on va écrire x moins 3 sur x plus 2 positif ou nul. Et l'autre condition, ici, on a x plus 2 au dénominateur. Donc, toujours le dénominateur doit être non nul. Donc, x plus 2 différent de 0. Alors, équivalent à. Donc, ici, à côté, on va tracer le tableau de signes de cette fraction.
x varie de moins l'infini à plus l'infini. Alors, x moins 3 s'annule en 3, donc on va le mettre ici. X plus 2 s'annule en moins 2, donc on va le mettre ici. Alors, pour les x inférieurs à 3, donc à gauche, x moins 3 est négatif. Et à droite, c'est positif. Donc, x plus 2 est négatif. Et à droite, positif. Ici, on a moins sur moins, c'est plus. Moins plus, c'est moins. Plus plus, c'est plus. Donc, la fraction est positive ou nulle sur l'intervalle moins l'infini moins 2 et 3 plus l'infini. Alors, ici, il faut enlever moins 2 car cette fraction n'est pas définie en moins 2. Donc, on va écrire x appartient à. Alors, moins l'infini moins 2 ouvert, union, l'autre intervalle, 3 plus l'infini. Et l'autre condition, x plus 2 différent de 0, c'est-à-dire x différent de moins 2. Alors, équivalent à, x appartient à l'intervalle moins l'infini, moins 2, union, 3 plus l'infini. Donc, la condition x différent de moins 2, déjà incluse ici, car moins 2 n'est pas inclus dans cet intervalle. Donc, on va enlever cette condition puisqu'il est déjà vérifié. Alors, df est égal à cet intervalle, moins l'infini, moins 2, union 3, plus l'infini. Alors maintenant, on va étudier la continuité de la fonction f sur son domaine de définition. Donc pour cela, on va considérer la fonction f comme étant la composée de deux fonctions. Alors la première fonction, on l'appelle f1, qui associe à x, x moins 3 sur x plus 2. Alors on va dire que cette fonction est continue sur df, car c'est une fonction rationnelle. Une fonction rationnelle, d'après la vidéo précédente, partie 4, donc de cette playlist. Alors, une fraction ou bien une fonction rationnelle est toujours continue sur son domaine de définition. Alors, c'est quoi le domaine de définition de cette fraction? C'est R privé de moins 2. Et bien sûr, df inclut, donc df comme vous voyez ici, inclut l'ensemble de définition de cette fraction qui est R privé de moins 2. Et donc, on va dire, et continue sur df, qui inclut r moins 2. Alors, maintenant, on va considérer l'autre fonction, c'est la fonction racine. Donc, f2, qui à x associe racine de x. Alors, c'est une fonction, d'après le cours, c'est une fonction qui est continue sur son domaine qui est R+. Maintenant, on va ajouter l'autre condition. On va dire et on a f. Alors, la première fonction f1. Donc, on va dire f1 de l'image de départ ou bien de l'intervalle de départ qui df inclut R+. Donc ici, quel que soit x appartient à df, cet ensemble. Alors, son image par la fonction f1 va être toujours positif, comme vous voyez ici. Alors, c'est quoi f1? C'est x moins 3 sur x plus 2. Alors, on a dit que x moins 3 sur x plus 2 supérieur ou égal à 0, équivalent à x appartient à cet intervalle qui est df. Alors, si x maintenant réciproquement, ça c'est une équivalence. Si x appartient à df, automatiquement, on va avoir la fonction f1 qui est ça, supérieur ou égal à 0. Donc, c'est pourquoi on écrit ici f1 de df inclut R+. Dans la proposition précédente, toujours, il faut mentionner que f de l'intervalle de départ, f de i, inclut j. Alors, maintenant, on va conclure. Alors, par suite, donc d'après le corollaire précédent, par suite, on va dire que la fonction f, qui est f de rang f1, est continue sur df. Alors maintenant, on passe à la troisième fonction, c'est f de x égale à tangente pi sur x. Alors comme d'habitude, on va commencer par déterminer l'ensemble de définition de f. Alors on va écrire x appartient à df, équivalent à.
Donc ici, on a x au dénominateur. Donc on va dire que x doit être différent de 0. Et puis, donc l'ensemble de définitions de la fonction tangente, c'est lorsque pi sur x, donc pi sur x doit être différent de pi sur 2 plus k pi. Où k est un entier relatif. Alors, on va simplifier cette écriture. Alors, x appartient à df équivalent à x non nul. Et ici, on va simplifier le tout par pi. Donc ici, on a pi sur x, pi sur 2, k fois pi. Donc, on va simplifier par pi. Et puis, on va avoir, il reste ici 1 sur x, différent de, ici, il reste 1 demi plus k. Donc, 1 demi plus k, où k est un entier relatif. Alors, équivalent à, donc équivalent à x différent de 0. Et donc ici, on va réduire au même dénominateur. Alors, 1 demi plus k. Donc, on va réduire au même dénominateur le 2 sur 2. On va avoir ici 2k plus 1. Alors, 1 sur x doit être différent à 2k plus 1, c'est-à-dire que x différent de l'inverse de ça qui est 2 sur 2k plus 1, où k est un entier relatif. Alors, finalement, df est égal à, donc ici, x doit être non nul, donc df c'est r étoile, privé de, de l'ensemble des éléments qui s'écrivent sous cette forme, c'est-à-dire 2 sur 2k plus 1, tel que k est un entier relatif. Donc voilà l'ensemble de définition de la fonction f. Maintenant, on va étudier la continuité de f sur son ensemble de définitions. Donc, on va considérer la fonction f comme étant la composée de deux fonctions. Donc la première fonction, on l'appelle f1. C'est la fonction qui est associée à x, pi sur x. Alors cette fonction est continue sur son ensemble de définitions. Alors ici, l'ensemble de définitions de pi sur x, bien sûr, c'est r étoile. Mais on travaille dans df, donc il faut prendre df. Alors cette fonction est continue sur df. Bien sûr, df est inclus r étoile. Donc, df inclut r étoile. Donc, ça, c'est évident. Ce sont les réels non nuls qui sont privés de cet ensemble. Alors, f1 est continu sur df, donc, car c'est une fonction rationnelle. Fonction rationnelle toujours continue sur son ensemble de définitions. Alors maintenant, on va considérer l'autre fonction, c'est la fonction tangente. Donc, c'est la fonction, on va l'appeler f2, qui à x fait associer tangente x. Alors, la fonction tangente, comme vous le savez, c'est une fonction qui continue sur son ensemble de définitions. Alors, on va dire tangente, on a déjà vu ça dans donc la partie précédente, vidéo précédente. Alors, tangente, c'est continu. Donc, continue sur son ensemble de définitions qui est l'ensemble R privé donc des nombres qui s'écrivent sous forme pi sur 2 plus k pi, tel que k est un entier relatif. Donc, soit vous écrivez ça, soit vous écrivez que tangente x est continue sur les intervalles de la forme. Moins pi sur 2 plus k pi et pi sur 2 plus k pi. Donc, c'est la même chose. Donc, soit vous écrivez ça, soit vous écrivez ce qu'on a fait ici. Donc, R privé des points ou bien des nombres pi sur 2 plus k pi, tel que k dans Z. Alors, donc maintenant, on va dire et on a. Alors maintenant, il nous reste f1, toujours la condition f, donc f de i doit être inclus dans j, comme on a déjà vu dans la proposition. Donc on va signaler ça. Donc f1 de donc l'ensemble de départ qui est df, donc f1 de df doit être inclus dans l'ensemble de définition de la fonction tangente qui est r privé des, donc des nombres pi sur 2 plus k pi. Donc on va dire inclus dans r moins l'ensemble pi sur 2 plus k pi tel que k est un entier relatif. Alors ici, f1 de df inclut r moins l'ensemble pi sur 2 plus k pi.
Alors, pourquoi on a f1 de df inclus dans R moins l'ensemble pi sur 2 plus kpi? Donc, car si on prend un élément x appartenant à df, donc par exemple, si x appartient à df, on va avoir f de x. Alors, à quoi égale à f de x? Ou bien f1 de x plutôt. Alors, à quoi égale à f1 de x? C'est égal à pi sur x. Donc, pi sur x. Alors, comme x appartient à df, alors ça veut dire quoi? On va revenir à l'ensemble des définitions. Alors, x appartient à df équivalent à, comme vous voyez ici, pi sur x différent de pi sur 2 plus kpi. C'est-à-dire que pi sur x, voilà, pi sur x comme on a écrit ici, pi différent de pi sur 2 plus kpi, c'est-à-dire pi sur x appartient à r moins l'ensemble pi sur 2 plus kpi tel que k est dans z. Donc voilà. Alors c'est quoi pi sur x? C'est en fait f1 de x, c'est-à-dire que f1 de x appartient à cet ensemble r moins pi sur 2 plus kpi tel que k est dans z. Donc c'est ce qu'on a écrit ici. Alors on a pris un x dans df et son image par la fonction f1, f de x, on a trouvé qu'il est dans r moins pi sur, r moins pi sur 2 plus kpi. Donc, d'où f1 de df est inclus dans R moins, ou bien privé de l'ensemble pi sur 2 plus kpi avec k dans z. Alors, maintenant, en utilisant la propriété ou bien le corollaire précédent, on va déduire. Donc, par suite, la fonction f égale à f2 rang f1 et continue sur df. Alors maintenant, on passe à la dernière fonction, c'est f de x égale à cosinus racine de x carré plus 1. Alors, tout d'abord, on va signaler que l'ensemble de définition de la fonction f, il est clair que c'est R. Voilà. Donc, puisque x carré plus 1 sous la racine, x carré plus 1, toujours positif. Donc, aucune condition à ajouter. La fonction cosinus est définie sur R, il n'y a pas de problème. Alors, maintenant, on va étudier la continuité de f sur R. Alors, pour cela, on va décomposer la fonction f en trois fonctions. Donc, la fonction f, on va l'écrire comme étant la composée de trois fonctions. La première, c'est x carré plus 1. La deuxième, c'est racine. La troisième, c'est cosinus. Alors, on commence par la première. Alors, on l'appelle f1. C'est la fonction qui est associée à x, x carré plus 1. Alors, c'est une fonction qui est continue sur R. C'est un polynôme. Maintenant, on va considérer l'autre fonction. Donc, la deuxième fonction, c'est f2 qui fait associer à x racine de x. Alors, c'est une fonction qui est continue sur R+. Donc, on a déjà vu ça dans la vidéo précédente, donc continuité d'une fonction sur un intervalle. Donc, on a déjà dit qu'une fonction polynôme est continue sur R, une fraction rationnelle ou bien une fonction rationnelle est continue sur son domaine de définition. On a déjà dit que les fonctions sinus et cosinus sont continues sur R. On a déjà dit que la fonction racine de x est continue sur R+, tangente est continue sur les intervalles moins pi sur 2 kpi plus kpi et pi sur 2 plus kpi, etc., etc. Donc, si vous n'avez pas encore vu cette vidéo, je vous invite à voir la vidéo précédente, partie 4. Donc, les liens sont dans la description. Alors, maintenant, on a dit que la fonction racine continue sur R+, on va signaler que donc, la troisième condition, c'est la première fonction f1 de l'ensemble de départ R inclus dans R+. Alors, pourquoi ça? Si je prends un élément x de R, alors, quelle est son image par f1? Eh bien, voilà f1, c'est x carré plus 1. Toujours, je vais avoir x carré plus 1 dans R+. Alors, bien sûr, la fonction f1 définit de R dans R+. Donc, c'est une fonction qui est à valeur dans R+. Donc, ça, c'est clair. Alors, d'après le corollaire précédent, donc par suite, donc on va utiliser le corollaire précédent. Alors, on aura f2 rang f1. Et bien sûr, continue sur R. Alors, je vous donc rappelle que f2 rang f1 de x, c'est quoi? C'est f2 de f1 de x.
c'est-à-dire f2 de, c'est quoi f1? C'est x carré plus 1. Voilà. Maintenant, f2, c'est quoi? C'est la racine. Donc, je vais mettre ici racine de x carré plus 1. Donc, c'est ça la fonction f2 rend f1. Maintenant, il nous reste de considérer la troisième fonction, f3. Donc, on considère la fonction f3 qui est associée à x, cosinus de x. Alors, cette fonction est continue sur R. Donc ça, on a déjà vu ça aussi dans la vidéo précédente. Et continue. Voilà. Alors, on va signaler aussi que la première fonction, donc ici, on va écrire la fonction f, donc f ici. Normalement, c'est f3 rang f2 rang f1. Alors, f2 rang f1, on a déjà calculé ici. C'est racine x carré plus 1. Et lorsque je calcule son composé par la fonction f3, je vais f3, c'est cosinus. Je vais avoir cosinus de racine x carré plus 1 qui est en fait f. Voilà, alors je vais signaler que la première fonction, donc c'est f2 rang f1. Donc l'ensemble de départ ici, pour nous ici, c'est R, inclus dans l'ensemble de définition de la fonction f3. Alors ici, on n'a rien à vérifier, puisqu'ici, on a R. Donc tout intervalle, n'importe quel intervalle, est toujours inclus dans R. Donc rien à vérifier ici. Alors, d'après le corollaire précédent, on va dire que, donc par suite, donc on va dire que f3 rend cette fonction qui est f2 rang f1, qui est normalement égal à f, et continue sur R. Composé d'une fonction continue et d'une fonction admettant une limite. Proposition, soit f une fonction définie sur un intervalle pointé de centre A, tel que la limite de f de x quand x tend vers A est égale à L. Alors, si g est continu en L, alors la limite de g rang f de x quand x tend vers A est égale à g de L. Alors ici, on dit que f est une fonction définie sur un intervalle pointé de centre A. On a déjà vu ce que c'est qu'un intervalle pointé de centre A. Donc, c'est un intervalle de la forme, A moins R, A plus R, et auquel on retranche le A. Donc, la fonction f peut être définie en A ou bien non définie en A. Ça dépend. Avec ici, donc, s'il existe un R strictement positif, bien sûr. S'il existe un R strictement positif, tel que l'intervalle en question ici s'écrit sous cette forme. Alors, f est une fonction définie sur un intervalle pointé de centre A, c'est-à-dire un intervalle de cette forme, tel que la limite de f de x quand x tend vers A est égale à L, alors qui est un réel, bien sûr. Ici, g est continu en L, alors la limite de g en f de x égale à g de L. Alors, cette proposition est utile lorsqu'on nous demande de calculer la limite d'une fonction qui est composée de deux fonctions, ou bien plus. Alors, par exemple, si on nous demande de calculer la limite d'une fonction h de x quand x tend vers A. Alors, si la fonction h est le composé de deux fonctions, par exemple, la limite, c'est la limite quand x tend vers A de, par exemple, g rang f de x. C'est-à-dire h, c'est g rang f. Donc, si h est le composé de deux fonctions, f et g, alors dans ce cas, la première des choses à faire ici, c'est de calculer la limite de f de x quand x tend vers A. Donc, la première chose qu'on va faire, on va calculer la limite de f de x quand x tend vers A. Alors, si on trouve une limite qui est finie, donc un réel, et si la fonction, si de plus la fonction g est continue en ce L, donc g est continue en L. Alors, si on a ces deux conditions, alors, dans ce cas, on va dire que la limite, quand x tend vers A, de la fonction h de x, qui est en fait g rang f, égale à la limite
quand x tend vers a, donc g rend f de x, c'est-à-dire g de f de x. Alors cette limite, alors c'est quoi la limite de f de x? On a trouvé L. Et la fonction g continue en L. Donc tout simplement, on va mettre ici g de L. Alors on va voir ça sur des exercices d'application pour bien assimiler. Exercice, calculer les limites suivantes. Alors la première limite, c'est la limite quand x tend vers 0 de tangente pi sinus x sur 3x. Alors on remarque ici que la fonction tangente pi sinus x sur 3x peut s'écrire comme étant la composée de deux fonctions. La première fonction, c'est pi sinus x sur 3x et la deuxième, c'est tangente. Donc, en appliquant la proposition précédente, donc, on va commencer par calculer la limite quand x tend vers 0 de la fonction à l'intérieur de tangente, c'est-à-dire pi sinus de x sur 3x. Alors, ça, c'est égal à la limite quand x tend vers 0 de ici pi sur 3 et sinus x sur x. Alors sinus x sur x, c'est une limite usuelle. Donc on connaît sa valeur, c'est 1. Alors 1 fois pi sur 3, c'est pi sur 3. Alors on a trouvé que la limite de la fonction à l'intérieur est un réel. Alors maintenant, on va dire comme la fonction tangente est continue en pi sur 3, alors, donc la limite demandée ici, ou bien la limite de l'exercice tangente pi sinus x sur 3x. Alors la limite quand x tend vers 0 de tangente de pi sinus x sur 3x est égale à quoi? Est égale à la fonction tangente de pi sur 3. Donc on a appliqué la proposition à la lettre. Alors c'est quoi tangente pi sur 3? C'est racine de 3. Alors maintenant, on passe à la deuxième limite. Alors c'est la limite quand x tend vers moins l'infini de cosinus πx plus 1 sur x plus 2. Alors on a déjà dit dans la proposition précédente que la limite peut être en un réel, ici comme ici 0, ou bien en l'infini. Donc ça dépend. Donc la proposition reste toujours valable. Alors ici on a la fonction cosinus πx plus 1 sur x plus 2. Donc peut s'écrire comme étant le composé de deux fonctions. Alors la première fonction c'est πx plus 1 sur x plus 2. La deuxième fonction c'est cosinus. Donc ce qu'on va faire, on va appliquer on va vérifier les conditions de propriété précédente. Donc on va calculer la limite de πx plus 1 sur x plus 2 quand x tend vers moins l'infini. Alors on va commencer par calculer la limite quand x tend vers moins l'infini de πx plus 1 sur x plus 2. Alors ça c'est égal à, donc ici on a une fraction, ou bien une fonction rationnelle. Donc c'est le monôme de plus haut degré sur le monôme de plus haut degré. Donc x tend vers moins l'infini. Alors le monôme de plus haut degré ici c'est πx. Le monôme de plus haut degré dans le dénominateur c'est x. Alors ça c'est quoi? C'est pi. C'est simple, on va simplifier par x. Voilà, on a trouvé que la limite de l'expression à l'intérieur de cosinus est un réel. Alors maintenant, on va dire que la fonction cosinus, donc comme la fonction cosinus est continue en pi. Alors c'est donc la limite demandée dans l'exercice. Donc la limite quand x tend vers moins l'infini de cosinus πx plus 1 sur x plus 2 en fait est égal à cosinus de la limite qu'on a trouvée ici, c'est-à-dire cosinus pi. Alors c'est quoi cos pi? C'est moins 1. Donc voilà la limite. Alors on passe à la limite c, c'est la limite quand x tend vers plus l'infini de sinus de πx facteur 1 moins cos 1 sur racine du x. Alors cette fonction, c'est composé de la fonction πx 1 facteur 1 moins cos 1 sur racine du x et la fonction sinus. Donc on va appliquer la propriété ou bien la proposition précédente. Donc on va commencer par calculer la limite
de l'expression à l'intérieur. Donc la limite quand x tend vers plus l'infini de px facteur 1 moins cosinus 1 sur racine de x. Alors ici, si on remplace directement, on trouve quoi? Alors quand x tend vers plus l'infini, 1 sur racine de x tend vers 0. Donc je vais avoir cosinus 0, c'est 1. Donc on va avoir 1 moins 1 et fois px qui tend vers plus l'infini, donc forme indéterminée. Donc on va avoir l'infini fois 0. C'est une forme indéterminée. Donc pour lever la forme indéterminée, on va faire intervenir donc la limite usuelle quand x tend vers 0 de 1 moins cosinus x sur x carré égale à 1 demi. Alors ici, on remarque que lorsque x tend vers plus l'infini, 1 sur racine de x tend vers 0. Voilà, donc ce qu'on va faire, on va faire changement de variable. On va poser t égale à 1 sur racine de x. Alors, quand x tend vers plus l'infini, alors je vais avoir 1 sur racine de x qui est t, tend vers quoi? Tend vers 0. Donc, on va faire ce changement de variable. Alors, la limite, donc quand x tend vers plus l'infini, je vais changer par la nouvelle variable qui est t tend vers 0. Donc, la limite t tend vers 0 de pi. Alors, c'est quoi x ici? Donc, j'ai t égale à 1 sur racine de x, c'est-à-dire que racine de x égale à 1 sur t. Donc, je fais monter racine de x et je descends. Donc, je passe t à l'autre côté, je vais descendre. Donc, je vais avoir 1 sur t. Voilà, maintenant, on va faire le carré. On va avoir x égale à 1 sur t. Alors, je remplace ici le x par 1 sur t. Je vais avoir pi sur t, facteur 1 moins cosinus. Alors, 1 sur racine de x, on a dit que c'est t. Donc, je vais remplacer ici par t. Alors ici, ça c'est x égale à 1 sur t carré. Donc, je m'excuse, hein, 1 sur t carré. Voilà. Alors, cette limite est égale à la limite quand t tend vers 0. Donc ici, on a pi. Alors, facteur 1 moins cosinus de t, le tout sur t au carré. Alors, quand t tend vers 0, cette limite, c'est une limite usuelle. C'est celle-là. Donc, il vaut 1 demi. Donc, on va avoir ici 1 demi fois pi. C'est quoi? C'est pi sur 2. Donc, notre limite ici, la limite quand x tend vers plus l'infini de pi x facteur 1 moins cosinus 1 sur racine de x est égal à pi sur 2 qui est un réel. Alors, pour calculer la limite de départ qui est sinus de px facteur 1 moins cos 1 sur racine de x, on va dire que la fonction sinus est continue en pi sur 2. Alors, comme la fonction sinus est continue en pi sur 2, alors dans ce cas, je vais avoir la limite quand x tend vers plus l'infini de sinus de px facteur 1 moins cosinus 1 sur racine de x est égal à, donc est égal à sinus, donc je mets la fonction sinus ici, et de la limite qu'on a trouvée. On a trouvé pi sur 2, donc sinus pi sur 2. Alors c'est quoi sinus pi sur 2? C'est en fait 1. Donc voilà la limite. Alors, dernière limite, c'est la limite quand x tend vers 0 de sinus racine de 2x carré sur 1 moins cosinus de x. Alors ici, on a composé de 3 fonctions. La première fonction, c'est 2x carré sur 1 moins cosinus dx. La deuxième, c'est la fonction racine. La troisième, c'est sinus. Donc, ce qu'on va faire ici, on va calculer premièrement donc, la limite de racine de 2x carré sur 1 moins cos de x. Donc, on va calculer la limite quand x tend vers 0 de la fonction à l'intérieur de la racine, c'est 2x carré sur 1 moins cosinus de x. Donc ça, c'est égal à la limite quand x tend vers 0. On va avoir forme indéterminée si on remplace par 0. 0 sur 1 moins 1, c'est 0. Donc ici, on va faire intervenir la limite usuelle. Donc ça, c'est 2 multiplié par, donc c'est en fait 2x carré fois 1 sur
Alors 1 sur 1 moins cosinus de x. Je vais diviser ici par x carré pour faire intervenir la limite usuelle. Et je vais multiplier par la même chose. Donc je vais mettre ici x carré, tout simplement. Alors ça, c'est égal à la limite quand x tend vers 0. Ici, on a 2. Je vais simplifier x carré sur x carré. Donc il reste... donc en fait, il reste 2 sur 1 moins cosinus de x, le tout sur x carré. Alors cette limite vaut 2. Donc la limite au dénominateur, c'est une limite usuelle, il vaut 1 demi. Alors finalement, cette limite vaut 2 fois 2, c'est 4. Alors maintenant, donc la limite quand x tend vers 0 de 2x carré sur 1 moins cosinus de x. Alors en appliquant la proposition précédente, on va dire que la fonction qui est associée à x, racine de x, est continue. Continue en la limite qu'on a trouvée ici, 4. Alors, la limite quand x tend vers 0 de racine de 2x carré sur 1 moins cosinus de x vaut en fait racine de la limite qui est 4. C'est quoi? C'est 2. Alors maintenant, comme on a trouvé la limite de la racine égale à 2, donc bien sûr que donc ici la limite est un réel, bien sûr. Même chose ici, c'est un réel. Alors maintenant, on va dire comme la fonction sinus est continue en la limite qu'on a trouvée ici en 2. Donc ici, on a appliqué la proposition précédente 2 fois consécutif. Alors, on va dire que comme la fonction sinus est continue en 2, alors la limite demandée dans l'exercice, c'est quand x tend vers 0 de sinus racine de 2x carré sur 1 moins cosinus de x est égal en fait à quoi? Est égal à donc, la fonction sinus de la limite qu'on a trouvée de 2. Écrivez-moi vos remarques dans les commentaires et n'oubliez pas de cliquer sur j'aime si vous appréciez notre contenu et de s'abonner à notre chaîne YouTube. C'est absolument gratuit pour recevoir de nouvelles vidéos.